Quatrième vidéo de la série bilan de la saison du FC Barcelone, j'espère que vous êtes prêts. On a parlé de la note de ce Barça 2024-2025, on a parlé des postes à priorité pour ce mercato, on a parlé des joueurs qui possiblement devront dire au revoir au FC Barcelone cet été. Place maintenant au terrain avec les améliorations qu'on pourrait voir l'année prochaine. Les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je viens de le dire dans l'introduction, l'objectif de cette vidéo, c'est de revenir un petit peu au terrain. On a parlé mercato, un petit peu à droite à gauche, il y a les rumeurs qui commencent à sortir. Revenons un petit peu sur notre pelouse. 11 joueurs face à 11 joueurs, c'est ça le football, les amis. Et l'objectif de cette vidéo est bien évidemment de parler des axes qui ont pu être à certains moments cette année des axes de difficulté pour le Barça, qu'il faudra bien évidemment améliorer, mais aussi d'essayer d'anticiper les axes qui seront des axes possiblement de difficulté la saison prochaine. Parce que bien évidemment, notre statut n'est pas le même et nos adversaires maintenant vont nous attendre. Nos adversaires vont essayer de s'adapter à nous. Et donc par rapport à ça, le Barça a aussi besoin de prendre de l'avance et de déjà commencer certains ajustements. Première amélioration notable du côté du FC Barcelone, c'est le début des matchs. Comment arrêter, comment éviter de concéder des buts dans les 10-15 premières minutes de jeu. Chose qui s'est produite assez souvent, surtout dans la deuxième partie de saison. Alors la première, ça arrivait déjà, mais on était un petit peu moins alertés. On s'est dit, bon, c'est juste contextuel, après on va réussir à régler ça, mais ça nous a suivi un petit peu jusqu'au bout de l'année. Aussi dans des gros matchs, contre l'Atlético Madrid, contre l'Inter Milan, contre le Real Madrid. Des fois, c'était même 2 buts dans les 15 premières minutes. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour plus tard. Quand bien même cette année on est revenu au score un nombre incalculable de fois, quand bien même on a su montrer justement qu'on dépassait le fait d'encaisser en premier, c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et se dire bon bah finalement il n'y a aucun problème au FC Barcelone et pour les prochaines années on pourra continuer à encaisser en premier, on n'en a rien à faire. Cela n'empêche qu'il faut quand même distinguer deux petites choses. Les buts que tu concèdes en premier, donc assez tôt dans le match, alors que tu domines la rencontre, et les buts que tu concèdes tôt, alors que tu es dominé. Ce n'est pas la même chose. Si lorsque tu domines, je ne considère pas ça très important de changer quelque chose, parce que dans tous les cas, tu es l'équipe dominante sur le match, donc je vois pas ce que tu peux rajouter, t'as pas eu trop de chance, l'adversaire t'a mis le premier but, ok ça s'est joué. Tu peux en revanche essayer de changer des choses quand dans les 10-15 premières minutes de jeu, là ton adversaire est en train de gagner la bataille. C'est là-dessus qu'il faut changer des choses du côté du Barça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut changer? C'est tout de suite très compliqué parce qu'on l'a vu en termes de football pur, très régulièrement, le Barça est supérieur à son adversaire, preuve en est, le Barça arrive à revenir dans le jeu. Donc il y a quelque chose qui se passe dans ces 10-15 premières minutes de jeu où le Barça est encore un petit peu en flottement dans la rencontre, n'est pas réellement rentré dans sa rencontre. Comment changer ça? Ça se joue énormément, je pense, sur l'aspect mental. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficilement perceptible finalement, c'est de se dire que peut-être que certains joueurs du côté du FC Barcelone soit sont un petit peu trop jeunes, soit des fois se disent « bon, cette rencontre, finalement, on va arriver un petit peu trop facilement à la dominer ». Du coup, tu commences le match, tu es tranquille, tu te dis que ça va le faire, tu te dis que tu es supérieur à ton adversaire et finalement, il arrive que l'adversaire prend l'avantage. Alors on l'a dit, cette année, on a réussi un nombre incalculable de fois à revenir dans le score. Donc nos joueurs, cette confiance qu'ils ont en eux, elle est positive parce qu'elle leur a permis justement plein de fois de revenir, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Mais peut-être que cette surconfiance à certains moments, elle nous fait rentrer dans le match un peu plus tard. Et on a besoin de se faire sonner, on a besoin de se prendre le premier but, le deuxième but pour se dire « Ah tiens, on va allumer le moteur ». Et c'est pas forcément obligatoire et ça c'est quelque chose qu'il faut changer parce que comme je vous l'ai dit, l'année prochaine, nos adversaires ils vont encore plus nous attendre. Et le jour où ils nous mettront le premier but et les 2 premiers buts, hop, ils vont commencer tout de suite à se replier. Et là, quand tu as une équipe qui va jouer à 10 derrière, avoir tout le match, à essayer de revenir au score, c'est tout de suite plus compliqué. Donc faisons attention par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer du côté des flics et des joueurs. Mais je pense que ça sera pas très compliqué à observer comme changement. Deuxième amélioration et pas des moindres, mesdames et messieurs, celle qui revient quasiment le plus souvent, c'est bien évidemment la question du piège du hors-jeu. Qu'est-ce qu'on fait? On a vu que du côté du FC Barcelone, ça posait de plus en plus de questions. Pourquoi? Pour deux choses selon moi. La première des choses, c'est que sur cette fin de saison, les 2-3 derniers mois, il est vrai qu'on a encaissé beaucoup de buts. Et sur beaucoup de ces buts-ci, bien évidemment que la question du hors-jeu était toujours présente puisque le Barça a toujours défendu avec cette ligne à 50 mètres de ses buts. Deuxième raison, pourquoi? Parce que encore une fois, l'année prochaine, nos adversaires ils vont s'adapter à notre jeu. Et si cette année, il y en a qui déjà commencé de plus en plus à s'adapter à ce style défensif du Barça,
l'année prochaine, ils vont avoir tout l'été pour se roder, ils vont se préparer, ils vont savoir que le Barça va jouer de cette manière-ci. Donc pour ces deux raisons-ci, oui, le hors-jeu, le piège du hors-jeu est de plus en plus remis en question. Il n'empêche, et vous le savez très bien si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie cette année sur le hors-jeu, que je considère que c'est un élément qui reste très important pour le Barça et que c'est un élément qui doit être conservé par Flick. Pourquoi? Parce que c'est à travers cette ligne du hors-jeu qui est aussi haute que je pense qu'on est allé aussi loin dans quasiment toutes les compétitions cette année. Si on fait le triplé national, si on va en demi-finale de Ligue des Champions, c'est parce qu'on a ce style-ci. Si on n'avait pas cette ligne du hors-jeu aussi haute, comment est-ce qu'on aurait défendu? Est-ce qu'on n'aurait pas plus concédé que ça? Est-ce que le bloc du Barça n'aurait pas été trop difforme et pas assez compact? C'est justement ça une grande question. Et moi, je suis de ceux qui pensent que si, on doit absolument conserver le hors-jeu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de mini-ajustements par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on essaye de voir justement dans le hors-jeu comme erreurs qui peuvent se produire, qui donnent justement une occasion pour l'adversaire? J'en avais parlé justement dans la vidéo, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, elle va être beaucoup plus détaillée que ce que je vais vous dire là. Mais ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est qu'en premier lieu, ce que tu regardes, c'est l'alignement. Dès qu'on concède une occasion, un but, on regarde ce qui s'est passé au niveau de nos joueurs en défense. Tiens, est-ce que Baldé était bien aligné? Est-ce que Cubarsí était bien aligné? Etc. Dans la majorité des cas, je considère qu'actuellement, donc après cette saison 2024-2025, quasiment tous les joueurs et surtout tous les défenseurs du Barça ont appris à s'aligner. Alors il y a toujours une marge d'erreur sur certaines occasions. Oui, Martinez va pas vraiment être dedans. Dans certaines occasions, oui, Koundé va pas très bien connaître la chorégraphie. Mais dans l'ensemble des cas, quasiment 8 fois sur 10, l'alignement du Barça est très bon. Les joueurs ont appris à le faire. Et par rapport à ça, il faut que nous, en tant que supporters, on puisse accepter les 2 fois sur 10 où il y a des erreurs. Parce que oui, quand tu pars sur un football à risque qui est cette ligne du hors-jeu, il faut que tu acceptes que des fois, le football à risque, tu concèdes des occasions. Mais il faut aussi regarder tout ce que ça t'apporte. C'est ça qui est intéressant avec la ligne du hors-jeu. Et ça t'a apporté énormément de choses cette saison. Surtout que ça a très très bien marché. Maintenant, quelles peuvent donc être les solutions, les points d'ajustement? Souvent, la chose qui revient, c'est la vitesse. Ramener un défenseur qui court vite. Ça, vous le savez très bien de mon côté, c'est un faux argument. Je vous ai expliqué pourquoi dans la vidéo, je vous le réexplique actuellement. Mettez-vous juste vous sur un terrain de football, vous vous mettez à 30 mètres de vos buts, vous vous mettez dos à votre but. Vous demandez à votre copain de courir, de partir à 10 mètres de vous, de courir lui vers le but, et au moment où il est à votre niveau d'épaule, vous commencez à essayer de le rattraper. Il part, il est en pleine vitesse, il est lancé, il est droit vers le but. Vous partez, vous êtes à l'arrêt, vous êtes dos au but. Essayez de le rattraper en partant de la zone axiale. Vous allez voir que vous n'arriverez pas à le rattraper, même si vous courez un petit peu plus vite que lui. À part, bien évidemment, si l'attaquant part depuis le couloir, parce que là, il a plus de mètres à parcourir. Mais cet argument de la vitesse, il est caduque selon moi. Il est souvent utilisé par les gens qui veulent défendre Araujo. On l'a vu Araujo cette saison contre Séville. On a vu Araujo l'année dernière contre Barcola. Vous voyez que c'est à la limite du hors-jeu. Araujo n'arrive pas à rattraper son attaquant. Parce qu'encore une fois, l'attaquant part lancé vers le but alors que lui, il est à l'arrêt, dos à son but. Donc maintenant, vous allez me dire quelle est la solution. J'en ai déjà parlé encore une fois dans la vidéo. La solution se joue énormément sur le pressing que tu vas faire sur le porteur de balle adverse. Celui qui va lancer ses attaquants. La fameuse rampe de lancement adverse. C'est là où quasiment tout se joue. C'est la priorité principale. Parce que tu as beau être même aligné parfaitement comme tu veux, si l'adversaire qui a la balle et qui va être le passeur a à droite son attaquant, à gauche son attaquant, dans l'axe son attaquant et a tout le temps qu'il veut pour les servir, ça devient obligatoirement dangereux. Quand bien même tu es aligné à la perfection. Donc c'est là-dessus absolument qu'il faut que le Barça soit ultra sévère avec lui-même. Et il faut qu'il ne laisse strictement rien à ses adversaires. Et vous le remarquez sur cette fin de saison, c'est ça qui a été un peu plus dur pour le Barça. C'est justement prendre au pressing la personne qui va faire la passe. Vous regardez les buts qu'on a concédés, regardez le joueur qui fait la passe décisive entre guillemets, vous verrez qu'il a beaucoup trop de temps pour servir ses coéquipiers. Alors maintenant, comment est-ce qu'on essaye de changer ça ? 3 solutions selon moi. La première, mettre des joueurs qui sont en capacité d'exécuter un bon pressing. Et exécuter un bon pressing, ça s'apprend. C'est pas quelque chose de hasardeux. Tu vois un joueur qui a le ballon, tu fonces sur lui. Parce que si tu fais ça, ensuite, tu crées du décalage pour les adversaires. Donc c'est une science, il faut l'apprendre. C'est quelque chose que tu fais à l'entraînement. C'est quelque chose qui est répété et répété par les joueurs. Donc mettre des joueurs qui sont intelligents au pressing. Parce qu'il faut être intelligent pour savoir bien l'exécuter. Ensuite, il y a la question de l'intensité. On l'a vu, on l'a abordé plein de fois cette saison. Plus on avançait, plus on avait certains joueurs qui étaient un tout petit peu fatigués. Il faut absolument que les joueurs aient du coffre pour exécuter un pressing, pour foncer sur leur adversaire principal. Lewandowski, plus on avance, plus on voit que c'est un joueur qui n'est pas en capacité de presser. Et ça coûte beaucoup au FC Barcelone parce qu'après, les joueurs ils sont obligés de redoubler d'efforts. Plus on a avancé dans la saison, plus la seconde ligne de pressing, elle mettait du temps à arriver sur le porteur de balle. Alors vous allez me dire, oui, mais elle est arrivée au bout d'un moment dessus. Oui, mais des fois, ça se joue à 2 secondes près. Tu laisses peut-être à l'adversaire 2 secondes en plus, il a beaucoup plus de temps pour lancer son attaquant et c'est déjà beaucoup trop. Et c'est logique, encore une fois, qu'on ait été fatigué
fatigués parce qu'on l'a dit, des fois il y a des manquements sur la profondeur de l'effectif du FC Barcelone. Mais ça, va falloir y travailler, justement mettre des joueurs qui physiquement sont à 150% pour foncer sur leur adversaire. Et ensuite, troisième point très important, apporter encore plus de contrôle au FC Barcelone. Parce que plus le Barça va contrôler le ballon, plus il va y avoir de temps de possession dans le camp adverse, plus le bloc du FC Barcelone sera bien placé. Donc à la perte de balle, les joueurs seront directement près de leur adversaire. Et donc dans ce cas-là, tu crées un contre-pressing et tu arrives à récupérer beaucoup plus vite. Mais ça vient parce que tu contrôles la balle. Si tes actions sont constamment dans la rapidité, tu n'as pas le temps de te placer, tu n'as pas le temps de mettre tes joueurs en place. Donc apprendre de plus en plus à avoir du contrôle et ça rejoint notamment le prochain axe d'amélioration. Effectivement, ce troisième axe d'amélioration a un gros lien avec la ligne du hors-jeu. C'est un petit peu comment bien gérer les fins de match du côté du FC Barcelone et notamment comment faire en sorte de ne pas avoir cette idée de jeu un petit peu kamikaze des fois, tout le temps à la fin des matchs, dans des matchs importants. Parce qu'on l'a vécu cette année, notamment, vous vous souvenez, contre l'Atlético Madrid, en demi-finale aller de Coupe du Roi, ils sont revenus au score alors qu'on était largement supérieur à eux dans le jeu et on leur a offert sur un plateau la possibilité justement de revenir au score. Et on l'a surtout vu en demi-finale retour contre l'Inter Milan de Ligue des Champions, où on était largement au-dessus d'eux et on les laisse revenir au score justement en continuant d'avoir ce jeu ultra à risque. Et donc forcément, les gens ils se disent, au bout d'un moment, il faut arrêter. On ne peut pas laisser à notre adversaire la possibilité de revenir dans des matchs aussi importants, de tout le temps jouer ce football à risque. Quelle est donc la solution? Selon moi, il peut y avoir trois solutions qui se présentent à nous. La première des solutions, c'est commencer à contrôler sans le ballon, se replier un petit peu sur nous-mêmes, commencer à défendre proche de notre but et faire le dos rond. La deuxième des solutions, c'est contrôler, mais cette fois-ci avec le ballon, en ayant la possession. Et la troisième solution, c'est continuer comme on a fait. Continuer en se disant, finalement on a fait les 3 titres nationaux en jouant comme ça, on est allé jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions et ça s'est pas joué à grand chose qu'on aille en finale, donc finalement, vu que ça se joue à pas grand chose, continuons comme on a fait et tout va bien se passer. Selon moi, la première solution, qui en vient à défendre et justement faire le dos rond, n'est pas une bonne solution à adapter. Pourquoi ça ne l'est pas? Premièrement, parce que ça n'a jamais été dans l'ADN du FC Barcelone de défendre. Moi, ça fait presque 2 décennies maintenant que je suis le FC Barcelone. Je les ai déjà très rarement vus se mettre à vouloir défendre. Et en plus de ça, quand ils ont voulu défendre, je les ai très rarement vus performer en défendant. Preuve en est, le match contre le Paris Saint-Germain l'année dernière, on joue à 10 contre 11. À aucun moment, je pense, ou je crois que le Barça va réussir à faire l'exploit de se qualifier. Ça se voit directement que le Barça n'est pas du tout à l'aise quand il s'agit de défendre proche de ses buts. Mais en plus de ça, deuxième argument, le Barça a réussi des choses justement parce qu'il est allé au bout de cette identité cette saison. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le perdre d'esprit. Un exemple très précis, c'est la finale de Copa contre le Real Madrid. Le but de Jules Koundé. Où est-ce que se situe Jules Koundé à ce moment-là du match sur le terrain? Ultra haut. Et c'est justement cette idéologie qui fait que Koundé va récupérer la balle et ensuite va mettre son but et va nous offrir le trophée. Si tu n'as pas cette idéologie, tu n'arrives pas justement à gagner cette Copa. Alors cette idéologie, elle te coûte aussi le match contre l'Inter Milan. Mais si on dit tous et toutes que cette stratégie, on est super content de l'avoir, elle nous a permis de gagner la Copa, on ne peut pas à côté être critique de cette stratégie. Soit dès le départ, on dit qu'elle est nulle, et dans ce cas-là, on dit on a de la chance contre le Real Madrid et contre l'Inter Milan, il s'est passé ce qu'il aurait dû se passer. Soit on dit qu'elle est géniale contre le Real Madrid, mais qu'elle est aussi géniale contre l'Inter Milan. Ça manque de cohérence si on a justement ce discours-ci. Donc pour ces deux raisons-ci, le fait de faire le dos rond et défendre, c'est pas une solution que je garde pour le Barça. En revanche, une des autres solutions qui est de se dire on continue pareil que l'année dernière et on change rien et ça jouait à très peu de choses le fait qu'on soit allé en finale de Ligue des Champions et on a remporté tous les trophées nationaux, c'est pas non plus une solution qu'il faut prendre selon moi. Parce que là, c'est du jusque-boutisme, c'est ne pas apercevoir les petites erreurs qu'on a faites cette année et c'est se dire on va pas essayer encore plus de s'améliorer et en plus de ça, comme je vous l'ai répété dans cette vidéo, les adversaires ils vont s'adapter à nous, du coup ils vont être encore plus dangereux. Donc s'entêter là-dessus sur quelque chose qui nous a mené à certains moments droit au mur, c'est justement un entêtement qui te permet pas de t'améliorer. Donc cette solution non plus, je la prends pas. Il reste donc une dernière solution, qui est donc le contrôle avec le ballon. Et c'est là où on en revient au fait que le troisième axe d'amélioration rejoint le deuxième. Plus tu vas améliorer ta conservation et ta possession de balle dans ces moments critiques, plus tu vas réussir selon moi. Parce que tu vas conserver déjà l'ADN de Flick qui est d'être offensif, l'ADN du Barça qui est de conserver le ballon, et en plus de ça, donc de mettre des joueurs dans des situations préférentielles, parce que les joueurs du Barça, ils sont dans des situations préférentielles quand ils attaquent, pas quand ils défendent. En plus de ça, tu vas faire tourner ton adversaire en bourrique. Il va devenir fou, comme quand on était sous Pep Guardiola et qu'on faisait le tiki-taka au bout de la 60e minute de jeu. Ok, on va faire tourner les gars, venez chercher le ballon. Et vous allez voir que ça, c'est une stratégie qui est très positive. On l'a dit pour l'axe d'amélioration numéro 2 pour le
le pressing, mais en plus de ça, tu restes maître de ton destin, tu as la balle entre tes pieds, tu conserves la possibilité de marquer un but à ton adversaire, parce que c'est toujours ça qui est intéressant, et moi c'est toujours ce que je valorise, le fait de se dire si on mène d'un but, l'objectif premier c'est pas de chercher à ne pas être égalisé, mais c'est d'aller marquer le deuxième but d'écart, mais ça c'est une idéologie, on n'a pas tous la même, moi c'est ma manière de penser, et en plus de ça, tu fais fatiguer ton adversaire qui va courir dans tous les sens pour essayer de récupérer le ballon. Preuve en est, cette saison, le match contre l'Atlético de Madrid, le match retour justement de Copa. Souvenez-vous ce qui se passe en deuxième mi-temps. On voit des joueurs du Barça un tout petit peu plus fatigués. Qu'est-ce qui se passe? La défense recule un tout petit peu. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de conserver la défense à 60 mètres de ses buts, c'est pas non plus de conserver la défense à 10 mètres de ses buts. C'est d'un tout petit peu modérer ça. Donc la faire reculer, mais encore une fois, un tout petit peu. Rester sur un bloc médian, hein, pas arriver sur un bloc bas. Et après, qu'est-ce qui s'était passé? Pedri, De Jong, ils ont contrôlé le milieu de terrain. Et ils ont contrôlé tout le jeu du Barça. C'est eux qui ont tout dicté en disant hop, il faut se calmer, hop, il faut accélérer. Et c'est eux qui ont régi tout ce qui s'est passé en termes d'activité pour le FC Barcelone. Ils ont repris le contrôle. Et l'Atlético Madrid a été caduque, a été silencieux chez lui et n'a pas su revenir au score. Et nous, de notre côté, on n'a pas fait la même erreur qu'on avait fait lors du match aller. C'est-à-dire qu'on s'est jeté corps et âme et on a pris plein de risques. Chose qu'on n'a pas reçu faire après contre l'Inter Milan. Il y a eu des occasions justement où Pedri a dit à certains joueurs « Calmez-vous les gars, n'y allez pas », ils y sont quand même allés. Mais contre l'Atlético Madrid, on a une référence d'un match dans lequel on a été en capacité d'apporter du contrôle qui est selon moi la solution à ce Barça qui dans les dernières minutes des fois se laisse un petit peu emporter. Quatrième et avant-dernier axe d'amélioration, mesdames et messieurs, avoir plus de variété dans les offensives. Et ça, vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça alors que cette année, il y a plein de joueurs différents qui ont marqué des buts, on a été dangereux à gauche, on a été dangereux à droite, dans les demi-espaces, par le numéro 9. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est plus un axe d'amélioration, d'anticipation pour l'année prochaine. Parce que je pense, malheureusement, que l'année prochaine, les attaques du FC Barcelone, elles vont pas mal se focaliser sur le côté de Lamine Yamal. Je m'explique. Pourquoi c'est hypothétique et pourquoi ça peut arriver? Je pense que Lewandowski, plus il va avancer, moins il sera une menace pour son adversaire. Ça reste une hypothèse, encore une fois, je n'apporte aucune certitude de ce que je dis. Je pense aussi que du côté de Rafinha, donc demi-espace gauche, on est sur un joueur qui a vraiment tout pété cette année. Sera-t-il en capacité d'atteindre les mêmes résultats l'année prochaine? On est en droit en tout cas d'avoir des doutes, quand bien même il peut réussir une très bonne année. Mais atteindre les mêmes chiffres, ça peut être compliqué quand même pour lui. Et on l'a vu surtout, ce Barça, plus on avance en termes de niveau, plus les adversaires arrivent un petit peu à s'adapter au style de jeu, plus le FC Barcelone justement offensivement essaie de trouver des solutions. Et quand le Barça est un petit peu en difficulté en termes d'animation offensive, à travers qui est-ce qu'il essaye de s'en remettre? Il essaye de s'en remettre à travers Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal est le joueur différentiel, Lamine Yamal est le joueur autosuffisant qui peut faire des différences à lui tout seul, dribbler quelques joueurs, faire des passes incroyables dans des trous de souris. Il est cet élément-ci. Maintenant, l'année prochaine, les adversaires ils vont encore plus s'adapter à Lamine Yamal et du coup, il va être de plus en plus bloqué. Donc pour éviter qu'il y ait un blocage à ce niveau-là, il faut absolument que les joueurs que je vous ai cités précédemment ils continuent à être sur leur niveau minimum de cette année. C'est-à-dire que Lewandowski reste absolument un danger pour l'adversaire, pour être ce poids dans la zone de la surface de réparation. Il faut absolument que Rafinha continue à être un danger dans cette zone un petit peu du demi-espace gauche et dans la profondeur. Il faut absolument qu'un Pedri, de plus en plus aussi, accepte son rôle qui soit assez offensif et qui puisse se rapprocher de la surface de réparation. Il faut absolument surtout que le fameux milieu le plus avancé, que certains appellent le numéro 10, qui est incarné soit par Dani Olmo, Fermín López, arrive à se stabiliser en termes de niveau. À savoir que Dani Olmo, malheureusement, à travers ses blessures, il n'a pas pu avoir une saison qui soit continue. Et du côté de Fermín López, il a commencé réellement à super bien performer, plutôt en deuxième partie de saison. Donc on n'a pas vraiment pu s'appuyer sur un vrai milieu avancé qui était tout le temps du même acabit. On peut même rajouter Baldé, si vous voulez, sur le couloir gauche, parce que c'est lui le joueur qui anime en phase offensive cette partie gauche du FC Barcelone. Tous ces joueurs-ci apporte un danger. Parce que si on veut réussir, je pense que ça passe par là, parce que sinon, ça va constamment passer par Lamine Yamal. Au bout d'un moment, les adversaires vont s'en rendre compte et ils vont se dire « Ah, vu que les autres joueurs, ils sous-performent du côté du Barça, on n'a pas forcément besoin de s'intéresser à eux, comme l'Inter Milan, typiquement, qui s'intéressait pas forcément à ce qui se passait à côté et qui se disait « On va faire une prise à 3 sur Lamine Yamal. » Alors, contre l'Inter Milan, Lamine Yamal a fait une double confrontation légendaire. Sera-t-il en capacité de tout le temps le répéter tous les 3 jours l'année prochaine? Je ne suis pas sûr. Il faut donc absolument que ses coéquipiers se mettent une nouvelle fois au diapason et aient minimum le même niveau que l'année dernière.
Et cinquième et dernier axe d'amélioration, mesdames et messieurs, bien évidemment, le gardien de but. Ouais, c'est une donnée très très importante, le gardien qui risque justement de changer. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, toutes les 2 heures, il y a une nouvelle rumeur, que ce soit un nouveau gardien, que ce soit Johan Garcia qui a un contrat ou pas déjà signé avec le FC Barcelone. Franchement, là il se passe plein de choses. Parce que oui, du côté du Barça, c'est un poste sur lequel on a quand même des difficultés depuis quelques années maintenant. Ça ne traîne pas que depuis l'année dernière et sur lesquels on n'a toujours pas arrivé à trouver de solutions définitives. On est passé par Peña, c'est pas une solution à long terme. Je continue à penser que Peña est un bon gardien, mais plafond de verre pour le FC Barcelone. On est passé sur Szczesny, on s'est dit les premiers matchs, waouh, c'est formidable. On s'est vite rendu compte au bout d'un moment que c'était bon, Szczesny, mais c'est pas encore le joueur peut-être qui va te faire gagner par exemple la Ligue des Champions. Il reste encore un petit peu âgé, il y a des petites erreurs, il est un petit peu lent dans les sorties de ses buts, il y a des défauts. Et du côté de Ter Stegen, on est sur un gardien qui a montré un petit peu qu'il avait fait son temps au Barça. Voilà, ça va faire 10 ans quasiment, même un petit peu plus qu'il est là. Au bout d'un moment, mon ami Ter Stegen, il y a un petit plafond aussi. Depuis quelques temps, on sent que mentalement, il n'est plus vraiment dedans. Mentalement, il n'arrive pas à donner aussi de la confiance à sa défense et ça coûte beaucoup. Et c'est un gardien qui ne fait plus les arrêts nécessaires pour aller chercher des trophées. C'est un gardien qui continue à faire des arrêts, mais les arrêts où tu te dis « Ah là, c'est le gardien qui m'a sauvé le match ». Et ça compte énormément et c'est une donnée qu'il va falloir améliorer. Alors comment l'améliorer celle-ci? Là, c'est un petit peu plus simple que les autres points que je vous ai cités précédemment. C'est en faisant un transfert, en recrutant quelqu'un. Maintenant, qui recruter? Est-ce directement un gardien d'expérience qui est capé dans sa sélection nationale, etc. Mais ça va nous coûter énormément d'argent. Ou un gardien qui n'est pas énormément capé, mais sur lequel on n'a pas trop de certitude. Ça va être ça vraiment la grande question. Mais force est de constater que oui, le gardien va être un poste ultra important dans l'axe de progression globale du FC Barcelone, même si ce n'est pas un joueur de champ sur la saison 2025-2026. Voilà mesdames et messieurs pour mes 5 axes d'amélioration du Barça pour la saison prochaine. Comme vous le voyez, la saison a quasiment été parfaite 2024-2025, donc c'est toujours compliqué d'essayer de trouver des petits ajustements, mais on peut encore pourquoi pas faire mieux et encore une fois, il faut réfléchir et savoir que nos adversaires l'année prochaine, ils vont encore plus nous attendre que cette année. Donc c'est pour ces raisons-ci qu'il faut vraiment peut-être déjà entrevoir un nouveau plan. Flick a notamment eu une petite discussion en conférence de presse où il disait justement vous allez voir s'il y aura des changements dans l'animation ou non. Donc je pense qu'il est conscient de son côté qu'il va falloir revoir certaines toutes petites choses, mais encore une fois, c'est à la marge. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cet épisode de la série Bilan. J'espère que vous allez aussi checker les autres et les suivantes qui vont arriver. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez, quel autre axe d'amélioration vous pouvez voir. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quoi vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.